Chapitre 4. Départ. Je suis paralysée par la peur. Mon corps me semble cousu au cuir noir du carrosse d'ébène, dont les vibrations se répercutent jusqu'au creux de mes os. En face de moi, sur la banquette opposée, le vampire est immobile. Son visage sculptural est tourné vers le paysage nocturne défilant à travers la vitre. Les ombres noient son regard fixe. Pas le moindre souffle ne fait frissonner sa narine. Difficile de croire qu'il y a une heure, j'ai redescendu la colline à son bras jusqu'au carrosse venant à notre rencontre, sans croiser âme qui vive. À l'instar des habitants du village, les gens du baron sont restés cloîtrés dans les dépendances, respectant le couvre-feu, sentant peut-être qu'un seigneur des ténèbres rôdait au château. Comme dans la chambre de la baronnette, j'ai l'impression d'être face à une statue. La seule chose qui bouge, c'est sa majestueuse chevelure rousse, vibrant doucement au rythme du carrosse. J'ai parfois vu mon père préparer le corps des défunts au village pour l'inhumation. Il paraît qu'après le trépas, les ongles et les cheveux des cadavres continuent de pousser. Dans le cas des vampires, c'est certainement vrai. Alors que tous les gentilshommes mortels et bien des nobles dames se parent de perruques et postiches pour se rendre plus impressionnants, les seigneurs de la nuit n'ont pas besoin de tels artifices. Leur chevelure est surnaturellement éclatante de santé, gavée du sang de tous ceux dont ils se nourrissent. Je serre les dents pour étouffer un gémissement. Je suis en face d'un mort plein de vie. C'est le paradoxe des vampires, une idée qui pour moi n'était qu'une abstraction jusqu'à présent, mais qui ce soir devient horriblement concrète. La mort vivante, c'est donc ça. Cette pétrification totale, à laquelle succèdent des mouvements d'une rapidité surnaturelle. Cette froideur qui semble émaner du corps du passager pour se transférer jusqu'au mien, malgré la couverture qu'il a jetée sur mes épaules. Enfin et surtout, c'est ce silence terrible qu'aucune respiration n'habite. Les deux dragons qui, je le sais, sont embarqués derrière à l'extérieur de la berline, ne mouffent guère. Je n'entends que le craquement des essieux, le trot des chevaux, et parfois les brefs claquements de langue du cocher qui les encourage depuis l'avant du carrosse. Ainsi vais-je, emporté dans une nuit inconnue, plus loin que mes pas ne m'ont jamais mené, le corps transi et l'esprit engourdi, trop sonné pour pleurer tous ceux que j'ai perdus. « Vous voulez manger, mademoiselle ?» J'ouvre lentement les yeux. Un flot de lumière se déverse, si étincelant que je referme aussitôt les paupières. Il me faut les cligner plusieurs fois pour en chasser les larmes d'éblouissement. Lorsqu'elles se dissipent, la berline capitonnée m'apparaît, le cuir noir étincelant sous les rayons du soleil. En face de la banquette où je me suis assoupie, la place est vide, comme si le vampire s'était évanoui avec le matin, comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. « Mademoiselle, vous avez faim ?» insiste le dragon qui a ouvert la portière du carrosse pour s'adresser à moi. Il me tend un panier d'osier rempli de pain chaud et de lard. Mes muscles, immobilisés par la présence du vampire toute la nuit durant, retrouvent un peu de leur souplesse, et mon esprit retrouve sa hardiesse. Une idée fuse dans mon esprit, m'échapper, dès que possible et par tous les moyens. Mais le dragon a beau me parler courtoisement, ainsi qu'il en a sans doute reçu la consigne, ses lèvres ne me sourient pas et ses yeux me surveillent attentivement. Un fusil pend dans son dos et une épée à sa ceinture. Le souvenir de la lame décapitant Valère me revient brutalement. La vision de maman égorgée me coupe le souffle. Ravalant ma douleur, je fais mine d'attraper le panier, alors qu'en réalité je cherche surtout à évaluer mes chances de fuir. Je glisse la tête à travers la portière et j'aperçois le train arrière du carrosse. De grosses malles en fer sont sanglées sous un auvent de cuir noir, où les deux autres dragons ont dû voyager pendant toute la nuit. À présent, ils déjeunent sur le gazon à grandes bouchées rapides avant de reprendre la route. Quant au 5e passager du carrosse... Le vicomte, je murmure, me corrigeant de justesse. Est-ce qu'il est parti ? Un éclair de crainte passe dans les yeux du dragon. Le vicomte est là, me répond-il lugubrement. J'ouvre la bouche pour le questionner davantage, mais la seule mention de son employeur l'a jeté dans un état fébrile. Bon, je vous laisse à manger, au cas où vous auriez envie de casser la croûte. Marmonne-t-il en jetant le panier sur la banquette. Faut qu'on lève le camp sans tarder si on veut être à Versailles après-demain. Attendez ! Je m'écrie, totalement désorientée.
Le vicomte est là, mais je ne le vois nulle part dans le carrosse. Versailles dès après-demain? Mais je croyais qu'il fallait une semaine pour monter de l'Auvergne à l'Île-de-France. La portière se ferme sur mes protestations dans un claquement sonore, suivi du déclic de la serrure qui tourne. Ma fenêtre d'échappée aura été de courte durée. Tandis que le carrosse se remet en branle, je baisse les yeux sur le plancher. Il y a un anneau de fer au milieu que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. C'est la poignée d'une trappe. Avec horreur, je comprends que la créature est bien là, en effet, protégée des rayons du soleil dans l'ombre de la soute, juste sous mes pieds, plus proche de moi qu'elle ne l'a jamais été. Je passe toute la journée dans le même état de prostration que la nuit, immobile dans mon négligé de linon que la sueur séchée a raidi. Le fait de savoir que le vampire repose à quelques centimètres sous mes talons me tétanise, mais c'est surtout le doute qui instille son venin paralysant dans mes veines. Comme tout le monde, j'ai entendu dire qu'il n'y a que 2 moyens d'éradiquer définitivement un vampire. Soit lui planter un pieu de bois en plein cœur avant de lui trancher la tête, soit l'exposer au soleil assez longtemps pour qu'il brûle. Faut-il tirer sur l'anneau de fer? Dois-je tenter d'ouvrir la soute pour livrer celui qui y dort aux rayons inondant la cabine? L'envie me démange furieusement, mais je crains de ne pouvoir maintenir le monstre dans la lumière plus de quelques secondes. S'il a pu s'élever hier jusqu'au château à la vitesse d'un épervier, il réussira certainement à fermer les rideaux avant d'être calciné. Au lieu de le brûler lui, c'est ma couverture que je risque de griller. Et alors je mourrai bêtement. Tandis que l'incertitude me torture, je sens la bile noire me monter au cerveau, apportant l'une de ces migraines dont je suis coutumière. Une chape de plomb appuie sur mon front, aussi pesante que les nuages qui écrasent le morne paysage derrière la vitre. La lourde tiédeur du court été s'attarde sur la plaine. Nous sommes déjà au seuil de l'automne, et dans quelques semaines, je le sais, le gel fera craquer les terres. Parfois un hameau surgit au détour de la route, aussi isolé que l'était la butte aux rats, renfermant des vies aussi parquées que l'était la mienne. Au fil des heures, le soleil décroît, inexorable. Mon reflet apparaît de plus en plus distinctement à la surface de la vitre qui va s'obscurcissant. Un visage fin aux yeux gris, plissé par le mal de tête, émergeant d'un épais carré de cheveux pâles. Un minois de belette, comme le disait affectueusement mon pauvre Bastien. Une belette mise en cage. Le jour finit par virer au soir, le soir au crépuscule, et soudain c'est la nuit. Alors seulement, la trappe que j'ai passé la journée à observer sans oser agir, se soulève, libérant un souffle glacé. Une main blanche sort du trou béant, la paume où j'ai posé mes doigts la veille. Puis le corps entier du vampire s'extirpe de la soute, dans un mouvement d'une aisance surnaturelle, à croire qu'une force invisible l'aide à se dresser. Le jabot de sa chemise se gonfle telle une fleur mortuaire. Il époussette le velours bleu de sa redingote, soulevant un nuage de poussière scintillante dans le clair de lune qui filtre à travers le carreau. Puis il agite ses longs doigts, comme s'il courait sur un piano fantôme, pour les délacer. « Bonsoir, mademoiselle », me dit-il, en s'inclinant vers moi. Il se redresse et plonge dans mon regard ses yeux noirs et sans cerne, ni aucun des stigmates dont le sommeil marque habituellement la peau des vivants. « Bonsoir, monsieur », dis-je du bout des lèvres, l'aiguillon du danger dissipant la migraine. Ça me fait tout drôle d'appeler « monsieur », cet être qui semble si jeune, plus encore qu'hier au château. Je m'aperçois que cette impression est due au fait qu'il a tiré sa dense chevelure rousse en arrière pour la lier en catogan. La beauté juvénile de son visage n'en est que plus éclatante. Remarquant que mon regard s'attarde sur son front lisse, il déclare « Vous pouvez ôter votre perruque si cela vous est plus confortable. Je ne me formaliserai pas. Je n'en ai d'ailleurs jamais vu de telle, mêlant vrais cheveux et fil d'argent. C'est très osé. » Je frémis à ces paroles. L'argent est interdit dans toute la vampiria. Si l'ail irrite les immortels, ce métal est pour eux plus toxique encore. « Ce n'est pas une perruque, ce sont mes vrais cheveux, sans une once d'argent, » je m'empresse de préciser. « Vraiment ?» Il m'observe à nouveau, tel un entomologiste examinant la carapace d'un insecte, puis ajoute « Vos cheveux sont épatants !» Ne sachant que répondre, je m'efforce de sourire, mais ne parviens qu'à produire une grimace se déformant au rythme des chaos de la route. « Je ne suis pas comme les autres vampires auvergnats que vous avez pu côtoyer, » poursuit-il sans deviner qu'il est le premier que je rencontre. « Par pitié, n'allez pas me mettre dans le même sac que ces vieux fossiles empestant la naphtaline,
comme le marquis de Riom ou le comte d'Issoire. Ces épouvantails portent les mêmes sapes depuis au moins un siècle. Je fais livrer les miennes de Paris à chaque saison pour me tenir au goût du jour. Il lisse fièrement le revers de sa redingote, qui en effet semble flambant neuve, parfaitement coupée pour épouser son torse athlétique. Ma place n'est pas à Clermont, croyez-moi. Et depuis des lustres, je ne rêve que d'une chose, me faire la malle. Les paroles d'Alexandre de Mortange me laissent perplexe. Il s'exprime comme un jeune d'aujourd'hui, quitte à employer le même argot que mes frères. Et surtout, il y a la manière dont il évoque les autres vampires auvergnats. Combien de fois mon père m'a-t-il reprise quand je parlais des seigneurs de la nuit avec légèreté, sans témoigner du respect qu'il leur était dû. Je suis différent, conclut mon hôte, en faisant bouffer le jabot de sa chemise. Résolument moderne. Et même, si j'ose dire, en avance sur ce temps qui refuse d'évoluer. Sans doute trop avant-gardiste pour la cour de Versailles, puisqu'on m'a exilé il y a des années. Mais cette révolte de frondeurs étouffée dans l'œuf va changer la donne. À ces mots, une ombre de contrariété passe sur son visage. Certes, j'aurais préféré que les choses se déroulent autrement, car je déteste la violence gratuite et les souffrances inutiles. En tant que représentant du roi, je n'ai fait qu'accompagner l'inquisiteur. C'est l'archiatre de Clermont qui l'a dépêché. Sous sa respectable blouse de prélat, cet homme était une brute épaisse. Ces gens et lui ont fait une vraie boucherie chez les frondeurs. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Malgré tout, j'espère rentrer dans les bonnes grâces de Sa Majesté. Qu'en pensez-vous ? Oui, certainement. Je balbutie, la gorge serrée. Les souvenirs de l'assassinat des miens me bouleversent. Le fait qu'un immortel se confie à moi pour que je le rassure me décontenance un peu plus. C'est que pour lui, je ne suis pas une roturière, mais une noble demoiselle. Même s'il est vampire et que je suis mortelle, le privilège de la noblesse nous rapproche à ses yeux. Mais je cause, je ne parle que de moi comme à mon habitude, et j'oublie le drame que vous venez de vivre, s'écrie-t-il. Quel mufle je fais. Vous êtes encore sous le choc d'avoir perdu votre père, secoué dans ce carrosse d'un autre âge. Savez-vous que vous êtes tombé raide de sommeil hier soir, avant même que nous fassions escale à Clermont ? Nous avons fait escale à Clermont, je répète d'une voix blanche. Le temps pour moi de faire mes valises. C'est que je quitte l'Auvergne pour ne plus revenir. Adieu. Bye bye. Adios. Arrivederci. Prochain arrêt, Versailles. J'enfonce mes ongles dans le cuir de la banquette, repensant aux énormes malles à l'arrière du carrosse et au temps qu'il a fallu pour les remplir, enragé de n'avoir pas pu saisir cette occasion de fuir. J'aurais aimé prendre le temps d'une halte chaque nuit dans une auberge, poursuit le vicomte. Je sais que les mortels préfèrent dormir dans un lit plutôt que sur la banquette d'un carrosse. Moi-même, croyez-moi, j'apprécie le moelleux capiton de soie de mon cercueil bien davantage que cette soute poussiéreuse. Seulement voilà, j'ai trop hâte de gagner la cour. Ça fait si longtemps qu'on m'en a banni. Sa Majesté m'avait laissé le choix, l'Auvergne ou la Bastille. À l'époque, j'étais persuadée de choisir l'option la moins ennuyeuse. Mais avec le recul, je n'en suis plus si sûre. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a côtoyé le roi des ténèbres. Le souverain a toujours fait partie de ma vie, d'une certaine façon, mais seulement comme une gravure au-dessus de la cheminée, un profil masqué au revers des pièces de monnaie, ou une présence semi-légendaire dans les contes à faire peur le soir autour de l'âtre. Et voilà que nous galopons à bride abattue vers lui. J'ai demandé à mes hommes de changer de chevaux à chaque relais de poste toutes les 7 lieues, conclut le vampire. Malgré les chaos, j'espère que vous appréciez le voyage. Beaucoup, je mens. Je suis heureux de l'apprendre. Mais dites-moi, la nourriture n'est pas à votre goût ? Il désigne du doigt le panier d'osier auquel je n'ai pas touché. Si, elle a l'air succulente, dis-je, soucieuse de ne pas le froisser. J'ai juste l'estomac un peu serré, à cause de la mort de mon père, comme vous l'avez dit, et de celle de ma mère et de mes frères. Je complète mentalement, réprimant un sanglot. Je comprends, m'assure Alexandre de Mortange en opinant du chef. Même si j'ai été transmutée il y a un bail, je me rappelle à quel point les sentiments des mortels peuvent être intenses. Mais sachez que nos cœurs à nous autres vampires s'émeuvent aussi, même s'ils ne battent plus. C'est juste que notre perspective sur les événements est différente. Nos vies ne sont pas si éphémères que les vôtres. Il vous faut si peu de choses, si peu, pour passer des cimes aux abîmes en matière de sentiments, de vraies montagnes russes. Vous perdez un seul être cher, et tout votre monde s'écroule.
vous trouvez le réconfort d'un seul ami et vous vous sentez ressuscité. Laissez-moi être cet ami, Diane. Vous permettez que je vous appelle Diane? Je vous en prie, Alexandre, je réponds, gêné par sa familiarité et en même temps soulagé qu'il n'y voit que du feu. Alex tout court, ça suffira. D'accord, Alex. Il me tend sa main ouverte. Top là, Diane. Tant qu'on y est, on se dit tu, le vouvoiement me barbe. J'aurai toujours 19 ans dans ma tête. Je frappe ma paume contre sa paume glacée, ébranlée par sa capacité à passer en une phrase du langage le plus châtié au plus familier. J'ai au moins obtenu une information importante. Alexandre avait 19 ans quand il a été transmuté. Il sort un briquet en or de sa redingote et allume la lanterne au plafond. La lumière se déverse dans la voiture, dansant au rythme des soubresauts. Et voilà, fiat lux, que la lumière soit, déclare-t-il. La chaleur et l'éclat d'une flamme, il n'y a rien de tel pour raviver le cœur battant des mortels. Certains vampires l'ont oublié, à force de vivre éternellement dans la nuit, mais moi je le sais parfaitement. Son sourire s'élargit légèrement. Cependant, il prend soin de ne pas trop remonter ses lèvres, comme pour m'épargner le spectacle de ses canines. Quant à la pupille de ses yeux, elle se rétracte sous l'effet de la lumière ambiante. Ses iris jusque-là invisibles se dessinent. Ils sont d'un bleu azuréen. Je dois admettre que le vicomte possède la beauté surnaturelle d'un ange. Mais, comme le rappelle lugubrement son patronyme, cet ange-là est mort depuis longtemps. Mort-ange. Sous l'éclat de ses 19 ans figés pour l'éternité, ses entrailles sont celles d'une momie immémoriale. « Il faut manger, Diane !» m'encourage-t-il. « Il faut prendre des forces pour la vie excitante qui t'attend à Versailles. Tu vas voir, c'est épatant. » J'écarte le torchon couvrant le panier, je saisis une tranche de pain du bout des doigts et je me mets à la mâchouiller. L'odeur du pain frais, commente Alexandre en humant l'air. Je me souviens combien j'aimais ça jadis. C'est bon, dis-je entre deux bouchées. Mais sur ma langue, tout aliment ne peut avoir qu'un goût de cendre. Peut-être un peu sec comme ça tout seul. Non, je t'assure, dis-je, butant sur ce tutoiement forcé si peu naturel entre nous. Ce pain est très frais. Allez, tu peux me dire la vérité. Franchement, qui aime le pain sans aucune garniture? Les manants qui n'ont pas les moyens de se payer autre chose. Voilà qui, ai-je envie de rétorquer. Mais bien sûr, je n'en fais rien. Il me faut jouer à fond mon rôle de privilégié. C'est vrai qu'au château, j'avais l'habitude de petits déjeuners de beurre frais et de confiture, je prétends. Une moue contrariée passe sur le visage d'Alexandre, froissant un instant sa perfection. Ces empotés de dragons n'ont pas eu la présence d'esprit d'y penser, grommelle-t-il. On est si mal servi dans les campagnes. Une raison supplémentaire pour laquelle je suis impatient de regagner la civilisation. Versailles est un peu guindé, certes, et avec tout ce marbre, le vin gèle dans les carafes des novembre. Mais un courtisan digne de ce nom se doit d'y avoir un appartement. Il pousse un soupir, comme si toutes les contraintes de cette cour vers laquelle il se précipite lui pesaient d'avance. Le roi n'est pas un joyeux luron. Il passe ses nuits enfermé dans son observatoire, à regarder les étoiles avec les vieilles barbes de la faculté. On murmure que derrière son masque solaire, il n'a jamais souri. Alexandre baisse instinctivement la voix en prononçant ces mots. Le véritable visage du roi est un sujet tabou, mis à l'index par la faculté. Quelles odieuses métamorphoses sa transmutation a-t-elle pu causer dans sa chair? Les docteurs prétendent que c'est un mystère trop profond, ou trop terrible, pour que les simples mortels en débattent. Il semble que les vampires eux-mêmes ne puissent aborder cette question sans frémir. Alexandre a tout de même lâché un mot qui pique ma curiosité. Un masque solaire, vraiment? Je répète, interloqué par ce paradoxe. Pour le roi des ténèbres? Avant d'être le roi des ténèbres, l'immuable était le roi soleil, me rappelle gravement Alexandre. Il n'a jamais renoncé à l'idée de reconquérir le jour. C'est la raison pour laquelle il porte le masque d'Apollon, le dieu solaire. Les seigneurs de la nuit reconquérant le jour, les vampires allant et venant à loisir avant le son du tocsin, cette seule pensée me donne la chair de poule. Mais mon frivole compagnon de voyage est déjà passé à un autre sujet. Quoi qu'il en soit, malgré sa sévérité, le roi a le sens de la grandeur, reprend-il.
Chaque année en décembre, pour les célébrations de la Nuit des Ténèbres, je peux t'assurer qu'on s'en prend plein la vue. Et puis Paris est un jet de pierre. À la capitale, c'est toujours la bringue. Épatant, te dis-je. Je vais m'enivrer de ces musiques nouvelles venues d'Angleterre, au lieu d'écouter toujours les mêmes concertos soporifiques des musiciens de Clermont. Je meurs d'impatience d'aller au théâtre de l'Odéon applaudir les dernières pièces à scandale, avant de m'éclater jusqu'au bout de la nuit au bal de l'opéra. Mourir d'impatience, pour un vampire, l'image est tordante. Je grince. Les yeux bleus d'Alexandre pétillent d'excitation à la lueur de la lanterne. « Mais c'est que tu as de l'esprit, Diane !» s'exclame-t-il. « Épatant, j'adore. Tu verras, toi aussi tu vas faire des étincelles à Versailles et à Paris. » Cet étrange personnage qui déclare détester la violence ne cesse de me surprendre. Il déborde d'une telle énergie adolescente, avec sa manie de caser des épatants à tout bout de champ. Certes, cet enthousiasme bouillonnant est en accord avec son physique de jeune homme, et son titre de vicomte est le plus bas de la noblesse vampirique, juste au-dessus du titre humain de baron. Mais qu'en est-il de son âge réel ? « Merci de prendre si bien soin de moi, » dis-je, me fendant d'un sourire hypocrite. « Arrête, je te dis, pas de manière entre nous. C'est tout naturel après l'épreuve que tu as traversée. Et c'est tout naturellement que le roi t'accueillera à l'école de la grande écurie. La rentrée vient d'avoir lieu, tu pourras t'intégrer sans peine. J'ai envoyé un corbeau pour prévenir de ton arrivée. Il nous précède à tire d'aile. » Un corbeau, oui. J'ai entendu dire que les vampires commandaient à ces volatiles. « Justement, j'appréhende un peu ce qui m'attend, » dis-je. Jusqu'à présent, je n'ai guère quitté le château de mon pauvre père. La cour m'intimide. Et tout est si précipité. Toi, tu as eu le temps de faire tes valises à Clermont, mais moi, je n'ai pu emporter aucun effet personnel. Je baisse les yeux sur la robe de linon tachée de sang séché. Jamais un négligé n'a si bien porté son nom. « Sur mon honneur, je suis confus de ne pas t'avoir laissé le temps de te changer, » se récrie Alexandre. « Mais ne t'inquiète pas. En tant que pupille, le roi te dotera comme il se doit dès ton arrivée. Sa Majesté est magnanime. Elle saura prendre pitié d'une pauvre orpheline, tout comme elle saura pardonner à un repenti sincère tel que moi. » L'espace d'un instant, la langue me brûle de demander à Alexandre l'outrage qu'il a commis pour encourir le courroux du souverain. Mais je me retiens. Il serait stupide de vexer ma seule source d'information sur le nid de frelons où je m'apprête à me jeter. Quant aux us et coutumes de Versailles, tu pourras compter sur moi pour te guider, reprend-il affable. Je connais le palais comme ma poche. Tu vas t'y épanouir telle une magnifique fleur des champs et éclipser les fleurs des villes. C'est que la cour raffole de ce qui sort de l'ordinaire. Tiens, rien que tes magnifiques cheveux couleur de lune, c'est la définition même du mot épatant. Je suis sûre qu'ils feront se tourner toutes les têtes. Merci infiniment, dis-je, forçant mon sourire. J'ai de la chance d'avoir un... Ma langue achoppe sur ce mot, le dernier que j'aurais jamais cru accorder à un seigneur de la nuit. Un ami tel que toi.